aujourd'hui le plaisir d'interviewer Monsieur Marcel Kahn. Marcel Francis. Voilà, j'allais vous demander à quoi correspondait le F. Marcel trait d'union Francis. Je me demandais si c'était François. C'est ma déclaration officielle Très bien. à la mairie du 8e. Quel jour? Au 1er novembre 1929. 1929, donc... J'étais contemporain de Clémenceau pendant 3 semaines. Et vous avez soigné Lacan, donc nous sommes ici... Soigné beaucoup de gens. Beaucoup de gens. Beaucoup de gens. Tout aussi connus que Lacan. Justement, nous sommes ici avec un très grand médecin qui a été appelé par sans doute tous ses étudiants la star de Bichat, et rhumatologue, professeur donc de rhumatologie à l'hôpital Bichat. Et en dehors de cette carrière incroyable de rhumatologue, retraité maintenant. En dehors de cette grande carrière de rhumatologue, nous nous intéressons avant tout à Monsieur Marcel Francis Kahn pour son action pendant la guerre en tant que résistant, pour avoir pris le maquis vers l'âge de 15 ans ou un petit peu avant, vous me direz, et aussi pour ses origines juives et pour parler des persécutions ayant frappé les juifs. Voilà. Donc, parlez-nous de vous, Monsieur Marcel Francis Kahn, quant à votre enfance, et de nous dire un petit peu ce que faisaient vos parents et de quel lieu vous veniez. Eh bien, mon père a été, depuis au début des années 30, il avait essayé avec des frères dans le commerce, puis ça n'avait pas marché, et en fait, il a été récupéré par les services français parce qu'il avait été utilisé par les services français pendant la guerre de 14-18. Sa mère, ma grand-mère qui est morte plus que centenaire, avait envoyé ses 4 garçons, j'ai des photos, je peux vous les montrer, en France. Elle ne voulait pas qu'ils restent en Allemagne, c'est-à-dire en Alsace allemande. Donc elle a insisté pour que c'est... Alors, mon père, lui, avait obtenu une bourse pour devenir rabbin. Il était rue Vauquelin dans l'Institut, etc. Et puis, je vous racontais qu'il y restait quelque temps. D'ailleurs, moi, j'ai connu, et j'ai soigné même, je l'aimais beaucoup, un rabbin qui était présent, mais c'était beaucoup plus tard de la rue Vauquelin. Mais lui, devenir rabbin, finalement, il s'est dit que c'est peut-être pas ce qu'il souhaitait faire dans l'avenir, et un ami l'avait entraîné à la Chambre des députés où il y avait un discours de Jaurès. Il m'a toujours raconté qu'il avait été fantastique ce discours de Jaurès, et du coup il a laissé tomber le rabbinat et il s'est inscrit à la Sorbonne dans des études de lettres, et donc il a passé il est devenu licencié, il était agrégatif même de lettres, il gagnait sa vie d'ailleurs en étant précepteur, ou par exemple il a été le précepteur de quelqu'un qui est devenu un spécialiste de l'Antiquité grecque qui s'appelait Pierre-Maxime Schul, je ne sais pas si le nom vous dit quelque chose. Et donc, quand ils ont vu qu'il y avait cet Alsacien patriote, etc., les services français l'ont récupéré pendant la guerre de 14-18, et il a été utilisé pour une chose qui s'est retrouvée dans la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire qu'il était déposé derrière les lignes du front pour savoir quelles unités allemandes, etc. Donc il a déjà été dans le service secret, service de ce type-là de renseignement. Et quand la guerre a été finie, d'ailleurs, il a travaillé pendant quelques temps avec ses services en Rhénanie, dans l'occupation française de la Rhénanie allemande. Et c'est après qu'il a tout laissé tomber ça, et qu'il a essayé, il avait avec ses 3 autres frères, de se mettre dans le commerce, comme avec des tissus, etc. Puis, ça n'a pas plu, et 2, ça n'a pas marché, donc il a laissé tomber. Et pendant quelques temps, alors il avait épousé, il faut dire que lui, il n'avait pas un sou, mais il avait épousé ma mère, et ma mère, c'est très curieux,
descendait d'une famille qui était aussi d'origine alsacienne, mais qui n'était pas restée en Alsace parce que bon, ils n'avaient pas un sou, etc. Et ils ont décidé d'émigrer aux États-Unis. Et ma grand-mère, dont j'ai une photo, je suis sur ses genoux quand j'avais 3 ans, ma grand-mère est née à la Nouvelle-Orléans, parce que la Louisiane parlait encore français. Oui. Et comme eux parlaient français, il y avait aussi le frère Marc. D'ailleurs, dans la même chose, les frères Marx sont passés par la même filière. Donc ma grand-mère et ses sœurs sont nées à la Nouvelle-Orléans ou autour de la Nouvelle-Orléans, et ils sont restés, ils ont monté une entreprise de faïence, de vente de choses comme ça, et ça s'est arrêté. Pourquoi? Parce qu'il y a eu 3 choses. Il y a eu des inondations du Mississippi, il y a eu la fièvre jaune, et ils ont perdu un fils de la fièvre jaune, etc. Donc ils ont décidé de revenir en France. Ils reviennent en France, en Alsace, et pof, c'est 1 an après la fin de la guerre de 70, malheureusement, l'Alsace est donnée à l'Allemagne, et ça, c'est une autre histoire là qui commence, voilà. Donc, ça avait pour mon père l'avantage de parler couramment, il parlait allemand comme un Allemand. Oui. Parce qu'il y a eu des avantages plus tard. Et ça a eu des avantages, je vais les raconter beaucoup plus tard, mais c'était quand même important. C'est pour ça qu'il m'a conseillé d'ailleurs de faire de l'allemand. C'est vrai que c'est beaucoup plus dur que l'anglais. Bien sûr. Bon. Et donc, il a, au bout de... assez rapidement, il se trouve que ma mère, elle, lui, n'avait pas un sou, mais ma mère avait de l'argent. D'ailleurs, c'est drôle parce que son nom de famille, il y avait quand même un qui n'était pas alsacien d'origine, j'ai un grand-père qui est né à Lvov, à Lemberg, en Galicie par conséquent. Et il est né en Galicie en 1845, mon grand-père. Il est mort à Paris en 1904, je ne l'ai donc pas connu évidemment. Et il a émigré en France en 1875, par là. Il a épousé une première femme qui est morte, une deuxième qui a été ma grand-mère. Donc c'est le seul qui n'était pas vraiment d'origine alsacienne, mais bon. Et il est mort en 1904, et c'est pour lui qu'on a acheté la concession dans laquelle maintenant il y a tous les membres de la famille, au cimetière Montparnasse. Et lui, il s'appelait Wilrich. Bon. Mais de l'autre côté, c'est-à-dire du côté de sa femme, ma grand-mère, il y avait des jeunes garçons qui faisaient partie de la famille, qui ont été très débrouillards et qui ont même trouvé une mine d'argent. Et ils avaient plein de fric. Et ils sont restés vieux garçons en plus, ils ne se sont pas mariés. Il y en a un qui a trafiqué, bizarrement, il s'appelait Jean, et il est interdit de sépulture. Je n'ai jamais su pourquoi, dans les années 20, il y avait un problème, est-ce qu'il trafiquait, bon, mais les 2 autres, je les connais, surtout l'un d'entre eux, qui s'appelait Léon, et eux avaient de l'argent. C'est-à-dire que c'est pas mon père qui avait l'argent, c'était ma mère, mais comme il s'aimait, qu'il n'y avait pas de problème, bon, ben, ça a été en quelque sorte, ça a permis à la famille de louer un bel appartement boulevard Malesherbes et au fond, de ne pas rouler sur l'ombre, enfin d'avoir de l'argent. Voilà donc l'histoire de la famille. Les racines. Alors mon père, lui, était resté un juif assez pieux, pas follement pieux, mais quand même pieux, et il allait régulièrement. Il ne fumait pas le samedi, parce qu'il fumait pas mal de cigarettes, mais sauf le samedi, parce qu'il fallait allumer le bon. Et bon, il ne m'a pas forcé à faire quoi que ce soit, parce que très très vite, moi, ça me semblait, tout ce qu'on racontait, c'était un rabbin Kaplan, il parlait très bien, mais ce qu'il racontait, moi, ça me semblait invraisemblable. Donc, moi, je n'ai pas été... Mais je me suis entendu avec mon père qui m'emmenait, vous verrez une photo, il m'emmenait quand il visitait les camps de réfugiés juifs qui arrivaient, vous allez voir une photo où il y a lui et des représentants de la bourgeoisie juive française, et puis un petit garçon, le seul qui n'a pas de kippa, un truc comme ça. C'est moi. Voilà. Et alors, il adorait le cinéma, ça va vous intéresser.
Et il m'a beaucoup emmené au cinéma. Et figurez-vous qu'entre 1936 et 1940, oui, 1940, j'ai vu avec lui plus de 22 films. Ah oui, c'est incroyable. Y compris des films américains sous-titrés, sur le Temple. Et il m'a donné ce goût du cinéma que j'ai toujours et qui m'a permis de voir des tas de films particuliers, certains un peu nunuches comme les Charlatan, mais d'autres au contraire sérieux, les films de René Clair, etc. Donc j'adore toujours le cinéma. Voilà. Alors voilà, alors ma mère aidée, puisqu'elle a fait une collection de timbres aussi. Les deux s'entendaient très bien. Et nous, ma sœur et moi, alors j'ai une sœur qui est morte maintenant il y a pas mal d'années, qui avait 4 ans de plus que moi. Elle est née en 1925, Denis, et elle a travaillé au musée d'art moderne de la ville de Paris. C'est elle qui s'est occupée des rapports avec la presse, et surtout, c'est elle qui a lancé la possibilité d'utiliser la télévision pour montrer les choses, etc. Elle a même fait des études, donc, et elle a fait une thèse là-dessus, sur l'introduction de la télévision. Malheureusement, elle a fait un cancer diagnostiqué trop tard, et elle est morte il y a, maintenant ça va faire bientôt une dizaine d'années où elle est décédée, donc elle avait 4 ans de plus que moi. Et votre père, quelle était sa profession finalement? Eh bien, sa profession, c'était dans les œuvres juives diverses. Les œuvres juives diverses. Voilà. Puisqu'il a même été patron de... Il n'était plus du tout ni dans le commerce, ni dans l'industrie, etc., etc. Et à un moment, il a même été le patron de l'UGIF, vous le redirez peut-être tout à l'heure. Il a été pendant 3 semaines. Pendant 3 semaines, oui. Patron de l'UGIF, voilà. Qui était l'organisme qui chapeautait la communauté juive pendant la guerre. Oui. Enfin, ça avait été fabriqué par Xavier Valin, ça a été par des antisémites au service des Allemands. Oui, chapeauté. Oui. Bon, c'est vrai qu'il y avait les finances, etc. Mais enfin, ça a été un problème, les Juifs. On peut encore en discuter parce que c'est un problème qui n'est pas totalement résolu. Moi, j'aime énormément, vous verrez, j'ai des trucs sur des trucs juifs. J'ai une bibliothèque tournante comme celle-là qui est uniquement consacrée à tout ce qui est juif. Oui, voilà, c'est très intéressant, bravo. Et ça ne peut qu'inciter tout le monde à lire et à se plonger dans cette période. Mais justement, voilà. Donc, j'ai connu d'ailleurs une dame que je crois qui s'appelle Frida Wattenberg, qui faisait partie de la résistance juive. Donc, votre père a été patron de l'UGIF pendant peu de temps, pendant 3 semaines. Et il avait avant travaillé pour toutes les œuvres juives, bien sûr. Il travaillait pour toutes les œuvres juives. Il a pu expédier pas mal de gens en Suisse. Et de Suisse, il y a une chose tout à fait étonnante, c'est que le patron, qui avait beaucoup d'argent, c'était un riche banquier, qui était le président du CAR. Il s'appelait Lévy. Il avait un fils qui était connu comme écrivain qui s'appelait Jean d'Avray, qui a eu un certain succès avant la guerre. Et cet homme qui avait beaucoup d'argent a pu aller en Suisse, au moment où ça commençait vraiment à, comme on dit, sentir le roussi. Et en Suisse, qu'est-ce qu'il a fait? Il a été voir l'ambassade de San Salvador et il a fait rédiger des papiers pour montrer que mon père, ma mère, ma sœur et moi, on était des citoyens du San Salvador. Ah oui, pour l'histoire que je vous ai dit, pour Tom Kevitz, comme on était citoyens, même si on était arrêtés par les nazis, ils nous gardaient un petit peu pour les échanger avec les nazis qui avaient été arrêtés Et il nous l'a envoyé par la poste en France, à Gap. Malheureusement, à Gap, on était partis, on était dans la montagne, c'était après la capitulation italienne. Et donc ce courrier,
est resté jusqu'après la guerre. Alors je l'ai récupéré après la guerre. J'ai maintenant notre déclaration avec photo. Nous sommes des sans-salvadoriens. Je me suis toujours dit que j'irai un jour à l'ambassade du San Salvador pour leur dire, vous savez, il faut leur dire merci. Je suis maintenant... je suis dans, bon. Mais finalement, pendant la guerre, on ne l'a pas eu, ce fameux papier. Mais Tomkiewicz, lui, par contre, a été, au lieu d'être envoyé à Auschwitz, où toute sa famille a été massacrée, sauf une sœur qui avait elle aussi des papiers de l'Amérique du Sud, et ils ont été envoyés où? À Bergen-Belsen. Alors Bergen-Belsen, c'était pas un camp de la mort, mais c'était un camp où on mourait. Parce qu'il y avait le typhus, parce qu'il y avait le manque de nourriture, etc. C'est là où est mort Anne Frank et sa sœur, par exemple. Et à la fin, il y a les Suédois qui ont eu l'autorisation d'envoyer de l'argent, d'envoyer des colis de nourriture, etc. Et Tom, il a attrapé quand même une tuberculose là-bas. Quand il est arrivé en France après la guerre, il a été directement en SANA parce qu'il avait une tuberculose pulmonaire, dont il a fini par guérir. Et il est devenu un psychiatre très connu. C'est bien. Donc en fait, votre père a été patron de l'UGIF à la suite de Raymond Raoul Lambert, qui l'était. Alors sa tête a été mise à prix, on l'a appris après. C'est pour ça que la Gestapo est arrivée pour l'arrêter dans son bureau, rue Sylvabel à Marseille. Et pour ça qu'un employé non juif avait pu sortir, etc., savait le chemin qu'il prenait pour aller de chez lui au bureau. Et c'est lui qui lui a dit, ne venez pas, surtout pas, il y a la Gestapo, c'est là pour vous arrêter. Pour ce monsieur Lambert. Comme, oui. Après, Lambert était déjà arrêté. Ah d'accord. Donc c'est la tête de votre père qui a été mise à prix? Voilà. Ah oui. Alors il a été recueilli par une dame séfarade qu'il connaissait à Marseille, qui s'appelait Madame Saraf, qui l'a hébergé pendant quelques semaines, ou même, je crois, 2 mois. Donc on a pu correspondre avec lui, de Chauffaillé à Marseille. Je lui ai même envoyé donc une fausse carte d'identité qui était pas très bonne parce qu'elle ne venait pas de la préfecture, mais elle venait de la mairie de Chauffaillé. Alors, finalement, elle n'a servi à rien, mais je la garde comme souvenir. Et lui, donc, il nous a rejoints, comme je vous l'ai dit, en montant dans le train pour la Wehrmacht. Alors lui, et en se faisant passer pour quelqu'un, un dignitaire allemand. Civil allemand important. Et donc il était donc séparé de vous, il était à Marseille, alors que vous... Nous, on était déjà à Chauffaillé. D'accord. Mais alors revenons sur les... Donc, votre mère était une grande pianiste, c'est ça que vous avez dit? Elle était peut-être pas une grande famille, mais c'est une famille qui avait, du fait de la découverte d'une mine d'argent, ils avaient de l'argent. Ils étaient aisés et elle a pu... Ils étaient aisés, ça a pu survenir par la guerre, parce que ce qu'on oublie en général de dire, c'est qu'une des choses qui a protégé les juifs français par rapport aux juifs étrangers, il y a beaucoup de choses. Les juifs étrangers, ils parlaient mal français, et ils n'avaient pas beaucoup d'argent, ils n'avaient pas de relations, etc. Les juifs français, c'était l'inverse. Oui. Les juifs français, nous on était français, oui. On était français depuis le traité de Westphalie, quand l'Alsace est devenue française. Bon. Et, donc on avait on n'était pas considérés comme autrement qu'on était par exemple, ma mère, son frère est mort en 14-18, est mort pendant la guerre. Il était caporal. Sa mère avait eu la curieuse idée, enfin, c'est pas curieux, il préparait Polytechnique, mon oncle. Il a le même prénom que moi, Marcel. Et Marcel préparait Polytechnique, et pour Polytechnique, il y avait une épreuve de langue très importante, et c'était sur l'allemand, et pas l'anglais. Et donc, ma grand-mère avait eu l'idée baroque de l'envoyer en Allemagne pour parfaire son allemand. Et c'était après le meurtre de François Ferdinand, ça a été pendant. Et quand il était là-bas, quand la guerre a été déclarée, il a été interné. Il n'a pas été arrêté, il a été interné. Il s'est évadé, il a été repris.
dans un camp qui était assez sympa, où il parlait. C'était pas ceux de Il la jouait, Seconde par exemple, il avait monté un jeu d'échecs aussi. J'ai encore son jeu d'échecs sur papier, etc. Bon. Et il a quand même. Il a donc essayé de s'évader, il a été repris, mais le camp où il était pas loin de la frontière suisse. C'est la deuxième fois ça a marché. Alors il a traversé la Suisse, il est revenu ici, et ma mère et sa mère, ma grand-mère, habitaient rue Georges Berger. Je ne sais pas si vous voyez où c'est la rue Georges Berger. C'est la rue qui arrive à la coupole du parc Monceau. Oui, Voilà. d'accord. Alors, il a été dire bonjour à sa mère et à sa grand-mère, et il a été se présenter à l'armée. Alors, je suis très, très fier de mon oncle parce qu'il ne voulait pas tuer des gens. Il ne voulait pas être armé avec un fusil. Il était prêt à prendre tous les risques, il les a pris, pourvu qu'on ne le force pas à tuer des gens. Et donc, il a été utilisé dans le 60e d'infanterie comme agent de liaison qui portait, même quand il s'est bombardé, etc. Donc il a pris beaucoup de risques et il a été décoré de la médaille militaire de la Croix de guerre. Et il a été tué au front en octobre 1916 dans la région de Narbonne. Donc c'était le héros de la famille, Marcel Widrich. Il avait le nom de son père, celui qui était né à Lemberg. Oui. Voilà. Et donc on peut-être que dans un premier temps, ou ça a été vrai pour certains, enfin les Juifs français, surtout les anciens combattants de la Première Guerre mondiale, ont pu être protégés, et encore, c'est pas forcément... voilà. Il y a eu de tout. Ils n'ont pas été protégés en tant que Juifs. Bon, il y en a eu des... Par exemple, il y a eu un chirurgien qui avait soigné, qui avait même été le chercher au front, Xavier Vallat, qui n'a pas été le pire, mais enfin qui a quand même été un affreux, puisque mon père a déposé à son procès. Xavier Vallat, c'est quand même lui qui a fait le juif, Xavier Vallat. Voilà. Mais il était moins salaud que celui qui l'a succédé, celui qui vit toujours en Espagne. Là. Et Xavier Vallat, c'est lui qui avait dit ce fameux, en 1937, quand il y a eu Léon Blum, pour la première fois, notre grand pays sera dirigé par Juif. Ça avait fait scandale à la Chambre des députés. Il était député d'extrême droite. Oui, mais on sait que... Et donc, si vous voulez, il n'a pas... à part quelques copains qu'il avait connus, comme par exemple le chirurgien urologue qu'il avait soigné, qui avait été le chercher sur le front, qu'il avait soigné ensuite, et qu'il a reçu ensuite en disant et qu'il a mis en garde en disant les Allemands ne veulent plus que je reste, et le type qui va me succéder, il faut que tu saches que alors lui vraiment, il ne sera pas comme moi. Hein. Bon. Et effectivement, ça a été l'ordure là comment il s'appelle, qui est encore vivant actuellement en Espagne, très âgé, pour dire qui est vraiment un antisémite farouche. D'accord. Xavier Vallat était un antisémite, pas farouche. Déjà, ces noms-là étaient connus. Il était obligé de respecter les anciens combattants. Mon père était ancien combattant. Il avait la carte de. Oui, voilà, c'est ça. Donc il y avait une espèce de respect. Il était ancien malgré combattant, tout, puisque même dans notre famille, il y avait un Cohen qui était. Enfin, peut-être pas. Un Cohen dans le 15e arrondissement qui, étant ancien combattant de 14-18, a pu être protégé tout le temps, apparemment, pendant toute la guerre. Ce qui serait peut-être soit une exception, soit une anomalie, mais enfin, il y a eu parfois des protections. J'ai dans ma bibliothèque que je vais vous faire visiter, un livre qui a été édité par le Consistoire, qui est Les Juifs pendant la guerre de 14-18, où il y a eu 4000 Juifs qui ont fait la guerre. Hein. Oui, voilà, c'est ça. Ah oui. Alors, il y a tous les noms là, dans le livre que j'ai. Comme les compagnons de la Libération, comme ils ne sont pas très nombreux, on peut avoir les noms. Bien sûr. La totalité des noms, la liste exhaustive. Moi, j'en ai connu très bien 10 des compagnons de la Libération. Justement, j'ai ce petit livre-là. Et il y en a même un qui m'a soigné qui a failli me tuer. Bon. Ah, il n'a pas fait oui, parce que j'avais été envoyé par le gouvernement faire des cours en Tunisie, faire passer les examens, et là-bas, j'ai attrapé.
j'ai attrapé quelque chose qui me donnait 40 de fièvre dans l'avion avec des trucs. Et quand je suis arrivé, j'ai dit à mon épouse, faut que je me couche parce que j'ai attrapé la grippe, la sauce, etc. Oh, etc. Et puis le lendemain matin, je me suis réveillé, j'avais toujours 40, et puis j'avais des signes cutanés très, très inquiétants. Je savais à quoi ça pouvait correspondre. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris ma voiture, ça allait encore bien. J'ai été à l'hôpital Claude Bernard des maladies infectieuses. Je suis tombé sur un compagnon de la Libération et quelqu'un, puisque j'étais leur consultant de rhumatologue à Claude Bernard, et je leur ai dit, oh, je suis content de vous voir, parce que voilà, j'ai du méningocoque, j'ai une méningococcémie. Ils m'ont dit, mais tu vas pas la tête, tu viens au volant de ta voiture, tu descends, tu as l'air en pleine forme, tu viens nous dire que tu as du méningo. Bon, non, tu as probablement ce microbe là qui en a pas mal en Tunisie, tu vas prendre un petit antibiotique là, et puis voilà, bon. Alors j'ai dit, écoutez, j'étais chef de service à Bichat, donc j'étais Claude Bernard à Bichat, j'ai vu ma secrétaire, avec qui je suis toujours ami. Il a fallu qu'elle prenne de la pénicilline après, parce que bon, elle était en contact. La conseillère du Gabon faisait un foin papa, elle voulait voir le chef de service, alors elle m'a vu, elle aussi, elle a pris de la pénicilline. Quand tout ça a été fini, j'ai signé des papiers, puis je dis, allez, maintenant je rentre chez moi parce que je suis quand même un peu fatigué. Je suis passé par chez ma mère, qui en bonne mère juive, a tout de suite voulu me donner à manger. Je lui ai dit, non, j'ai pas faim, maman, je te garantis, etc. Voilà. Et puis je suis revenu chez moi, rue Claire, où j'habitais, et là, d'un seul coup, j'ai eu un syndrome ménager terrible. J'ai eu le temps de téléphoner, j'ai pu appeler Claude Bernard par chance. Je suis tombé sur le collègue qui était avec celui qui était le compagnon de la Libération. Et je lui ai dit, non, c'est du méningo, j'ai un syndrome ménager. Ah, bah attends, on arrive. Alors ils sont arrivés rue Claire, ça fait un truc avec les pompiers, la police, etc. Moi j'étais dans le coma, je me suis rendu compte quand même, quand il m'a fait une ponction lombaire, non merde, il y a du pus. C'était bien du méningo, j'avais raison. J'ai toujours raconté cette histoire parce que c'est important bien sûr. de savoir, etc. Et j'avais effectivement une méningococcémie avec une méningite qui a failli me tuer. Au bout d'une semaine, j'allais bien. Et tout le monde autour a été obligé de prendre des antibiotiques en prévention. Oui, parce que ça ne pardonne pas, heureusement. Vos parents ont très vite compris qu'il ne fallait pas rester à Paris au début de la guerre. Et on est parti à Limoges. Et voilà, et vous êtes parti à Limoges pour vous cacher comme on a eu une... Non, on ne se cachait pas à Limoges. Non, donc c'était... voilà, précision importante. Voilà, zone dite libre. Des Français, famille d'anciens combattants, on ne se cachait pas. Hein. Et nous avons Il y avait une famille qui était la représentante du comité d'assistance aux réfugiés, Madame Cahen, qui connaissait mon père, qui nous a accueillis, qui nous a trouvé une petite maison à Limoges, et on est resté à Limoges jusqu'à, pendant tout le temps, qu'il y a eu une zone libre. Comme Colette Zeff qu'on a fait témoigner. Voilà. On a quitté la zone libre, mais qui n'était plus la zone libre puisque les Allemands avaient envahi la zone libre, pour la zone italienne. Voilà. Et ça, c'était en mars 1943. Voilà, très bien. Et donc la zone italienne, c'était à Gap. À Gap. Dans les montagnes les Hautes-Alpes. C'était sur la route Napoléon, oui. Dans ce qu'on appelle le Champsaur. J'ai encore un article de journal que j'ai découpé pour vous là, sur la manière dont les FFI ont pris le contrôle du Champsaur, justement. C'est très gentil, très bien. Trop content d'en faire partie. Et donc, quels étaient vos... Donc, très vite, vous étiez en 3e. À Gap, oui. À Gap. Ouais. Et à Gap. Mais déjà, des personnes de votre famille faisaient est-ce que des personnes de votre famille faisaient déjà de la résistance? Il y avait... mon père avait reçu, oui, il y avait mon cousin Marc, qui est le seul qui est mort à Auschwitz. Il a été arrêté... il était vous savez que la faculté de Strasbourg avait été, comment dirais-je, dès 1939, dès avant les gens comment dirais-je, surtout les juifs
d'Alsace qui étaient restés, qui étaient nombreux, ma grand-mère par exemple, ils ont été évacués de l'Alsace dès 1939 et rapatriés un peu partout. Il y en a eu beaucoup à Clermont-Ferrand. Et la faculté d'ailleurs de Clermont-Ferrand, de Strasbourg, a été rapatriée à Clermont-Ferrand. Donc il y a eu pas mal d'Alsaciens qui étaient dans le coin. Il y en avait aussi pas mal à Limoges. Il y en a eu un petit peu répartis dans toute la France dite de la zone libre, qui était effectivement une zone libre hein, quand même. Et c'est eux qui ont eu l'intelligence d'aller partir et se réfugier ailleurs, parce que vous dites ont été évacués. Les Alsaciens, c'est eux qui ont eu l'intelligence de... Ah ben c'était en 39 ça déjà. Oui, en 39 ils avant ont eu... avant même l'attaque de mai 40. Hein. Oui. Ils ont eu l'idée, l'intelligence de partir vers Limoges ou vers Clermont-Ferrand, c'est ça, etc. exactement. Mais donc, certains ont été pris quand même après, après mon cousin. Hein. Votre cousin, malheureusement. Marc, il est mort à Auschwitz. Hein. Et quels étaient ses tâches dans la résistance, ça vous ne le savez pas ou Lui? Oui. Je sais qu'il a été voir mon père, et mon père avait, je ne sais pas qui le lui avait procuré. Mon père, s'appelait Gaston, était très, très content d'avoir pu lui donner. On lui avait apporté des cachets parfaitement bien imités, des trucs allemands avec etc., etc. Et bon, donc il les avait remis. Et il savait que mon cousin Marc était dans la résistance, je ne sais pas dans quelle fraction. Comme vous le savez, il y a eu plusieurs fractions dans la résistance. Bon, et donc cousin Marc a été tout content d'avoir des cachets de bonne qualité qui pouvaient faire des faux papiers qui tenaient la route. Quoi. Donc en troisième, vous êtes un élève normal, un élève qui... sauf que vous ne... Jusqu'à l'été. Est-ce que vous révélez... Vous n'avez pas à révéler votre identité en classe? À l'époque, on était sous notre véritable nom. Votre véritable. Ça a été quand on est dans la montagne, avec des papiers que nous a fournis la préfecture de Gap, et notamment le secrétaire général de la préfecture qui s'appelait Serge Barret, qui avait un poste important dans la résistance, parce que c'était quand même un avantage de Gap, et l'armée italienne qui nous protégeait. Et c'était même très curieux, parce que ma sœur était une très belle blonde, avec sa photo. D'accord. Elle avait tapé dans l'œil d'un Italien qui se trouvait être le chef de la fanfare. Et il nous est arrivé un truc surtout incroyable. C'est qu'il a amené un dimanche devant l'hôtel des colonies où on habitait. Il fallait bien qu'on habite quelque part, on n'avait pas loué une maison, etc. Et il a amené sa fanfare pour faire une aubade à ma soeur. À donner la sérénade. Oui, dans ces circonstances-là. Non, mais c'est pour montrer, effectivement, on était en très... La bienveillance. On était en très bon terme. C'était pas comme ça partout. Hein. Ça n'a pas été comme ça dans tous les endroits de la Côte d'Azur où les Italiens, là, étaient... À Gap, c'était vraiment un des endroits où l'armée italienne a été la plus sympathique. Par exemple, dans les cafés, il y avait des soldats italiens, il y avait... deux garçons dont je savais qu'ils appartenaient déjà à la résistance, etc. Ils buvaient ensemble. Il y en a un qui dit à la victoire de l'Axe et l'autre à la victoire des Alliés, etc. Oui. Il y a eu 2 livres qui ont été faits sur l'occupation italienne que j'ai là. C'est bon à savoir. Et on a une scène de la bienveillance, de la bonhomie des Italiens, des soldats italiens dans le livre et le film. Et les films tirés du livre de Joseph Joffo et Maurice Joffo, un sac de billes. Oui, on a la bienveillance des Italiens. Oui. Et vous aviez dit que la préfecture était aux mains de la résistance. Était aux mains de la résistance, c'est ça qui permettait de faire tout cela. Et donc, notamment ce Serge Barret, qui a eu un destin d'ailleurs curieux, c'était vraiment lui qui était dans le... Celui qui contrôlait justement la résistance. Il était dans le réseau des résistants, des non-vichysois, mais résistants. Oui. Bon, et comme il était dans la résistance, qu'il a eu un très bon comportement pendant la guerre, il a été nommé, quand la guerre a été finie, il a été nommé préfet. Et figurez-vous que ça lui a joué un mauvais tour,
parce qu'il était préfet d'Alger quand il y a eu le premier soulèvement qui a contribué à ramener De Gaulle au pouvoir. Mais De Gaulle était furax que le Serge Barret, préfet, ait accepté qu'il y ait une grande manifestation où on a jeté les papiers, etc. On voit ça aux actualités ou dans les films sur l'Algérie. Et il a été dégommé, le pauvre, on l'a mis en disponibilité. Alors que vraiment, tous les préfets n'avaient pas été, n'avaient pas eu un comportement comme ça. Alors que des collaborateurs étaient restés. Voilà. Des collaborateurs avaient pu rester. Mais bien sûr. Être préfets, rester dans leur. Et lui, moi, j'aurais été déposé, même si, avec les papiers, j'en ai gardé. Il y a ceux que j'ai envoyés au musée de l'Holocauste parce que je suis membre du truc de l'Holocauste à Washington. Et j'ai envoyé aussi, quand mon père est décédé, il avait beaucoup de livres sur des tas de choses. Et j'en ai fait cadeau, là, ici, à Geoffroy Lanier. Très bien. Madame Taïeb. D'accord, au mémorial de la Shoah. Non, mais je connais bien le mémorial, je suis allée. Alors il faut que vous sachiez, plusieurs fois et 9 fois pour me former. Dans ce que j'ai écrit, là en particulier sur le maquis, sur Adieu Mimi, puisque j'ai résumé tout ça dans la mission que son père nous avait confiée, c'était d'aller voir si les Allemands qui faisaient tout le tour comme ça étaient en train d'évacuer. Il nous a confié une paire de jumelles, pas d'armes. Et on était là-haut pour regarder exactement, pour envoyer la chose comme ça. Et j'ai raconté aussi, dans ce que j'ai raconté dans le truc qu'on a sur Internet. Sur Internet. Oui. Adieu Mimi. Et j'ai raconté deux choses. La première, c'est que moi, je n'utilise jamais le mot Shoah. D'accord. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire en hébreu ? Est-ce que ça veut dire catastrophe ? Oui, ça veut dire catastrophe. Alors moi je dis le génocide des Juifs, le judéocide. D'accord. Est-ce que vous connaissez le livre Retour à Lemberg ? Non. Ah, c'est un livre extraordinaire, il faut que vous le lisiez. Très bien. Je vous montrerai, il est dans ma bibliothèque dédicacée par son auteur. Surtout que mon grand-père est né à Lemberg, comme je l'ai dit. D'accord. Voilà. Et donc, je trouve que Shoah, alors il y a un autre mot qui m'énerve également, c'est juste. Des gens qui cachent des enfants juifs, le mot, c'est pas juste, c'est pas, il faut trouver d'autres mots, mais pas juste. On peut pas dire que des gens qui cachent des enfants juifs, le mot juste m'a toujours semblé, bon, c'est moins mal que Shoah. Shoah, c'est à cause du film évidemment, Claude Lanzmann, qui a eu beaucoup de succès. Parce qu'avant, on ne disait pas Shoah. Les Américains disent Holocauste. Oui. Il y a eu un qui film veut dire d'ailleurs, sacrifice. qui s'appelle Holocauste. Hein, ça veut dire sacrifice. Qui veut dire sacrifice et qui gêne. C'est pas du tout ça. Voilà. Ça va pas comme c'est pas un terme. sacrifice, voilà. l'Holocauste n'avait pas. Et il paraît que Shoah en hébreu, alors, vous doutez que je ne Oui. parle pas couramment hébreu, même pas du tout. Mais il paraît que Shoah veut dire catastrophe aussi. Ou oui, on demandera, mais c'est ce que disent en général les personnes. Alors en fait, interrogées. Ça ne montre pas la spécificité qu'il y avait du massacre des Juifs, de dire Shoah. C'est juste pour dire, oui. Moi j'ai visité comme un tsunami, on dirait un tsunami. À Jérusalem, j'ai visité le truc, parce que je voulais vérifier. Yad Vashem. Oui, Yad Vashem. Je voulais vérifier s'ils avaient bien pris note de la famille, de ce qui était arrivé à la famille de ma femme. Oui. Là, on peut peut-être se déplacer, voir la photo de sa femme. Après, on verra tout à l'heure. Parce que j'ai été 3-4 fois en Israël, j'ai même soigné le ministre de la Santé m'a demandé de soigner sa fille, il l'a accompagnée dans ma consultation à Bichat. Oui. C'est formidable. Type sympathique, oui. Mais il savait, quand c'est l'ambassade d'Israël qui me demandait un rendez-vous pour lui, il m'a dit, on sait très bien qui vous êtes, et oui, puisque moi j'ai créé l'association France-Palestine. Ah bon ? Vous sachiez, en plus. Tu couperas. Bon, ben oui, j'ai soigné à Arafat, entre autres. Pourquoi pas, vous êtes médecin avant tout, de toute façon. Absolument. Une qui a été à répétition, c'est-à-dire de descendre à Gap, aller à la préfecture pour chercher des faux papiers ou des tracts, et remonter ensuite avec mon aspect purement juvénile, coincé dans un coin de l'autocar à gazogène,
Et il y avait un contrôle au départ dans le Champsaur, dans le col Bayard. Et c'est là où il y avait un contrôle allemand. Alors bon, c'était pas des bon, ils n'avaient pas l'air de prendre... Très agressif. Etc. Ils n'étaient pas très agressifs. Et moi, alors, j'étais régulièrement complètement méconnu. Quand même, hein. On ne m'a pas demandé de papier. J'avais l'air là d'avoir 11-12 ans. Hein. J'ai toujours fait bien. Puis après, j'ai poussé d'un seul coup. Et là, je faisais vraiment très jeune. Et après, quand il y a eu, après le débarquement, d'abord en Normandie, ensuite le débarquement en Provence, où il y a eu des troupes françaises qui ont participé, comme vous le savez, les Allemands qui occupaient Gap, à la suite des Italiens, ont commencé à évacuer, à monter justement par la fameuse route Napoléon, ils sont arrivés, ils ont brûlé des tas de trucs. Vous verrez les articles qui sont parus dans le journal après la libération. Hein. Heureusement, il y avait des FFI un peu partout. Il y avait eu des Anglais et des Américains qui avaient été parachutés dans l'âge, et M. Jourdan, vous allez voir, j'ai réussi à le faire décorer de la Légion d'honneur. Hein. Bon, vous allez voir la photo, là, c'est moi qui ai pris la photo. Hein. J'étais très, très content parce que ce type était remarquable. C'est un ancien combattant de 14-18, en plus qui avait été gazé en 14-18, etc. Et c'est lui qui était le chef de l'AS et qui était en très bon rapport avec, alors je faisais la liaison d'ailleurs entre les deux, avec le communiste, M. Gras, qui lui était le chef des FTP, lui était le chef de l'AS. Mais ils s'entendaient bien. Et puis il y avait moi qui les servais Et alors moi j'avais un faux nom, je m'appelais Kervol, théoriquement j'ai encore des faux papiers avec ma carte d'alimentation, parce que je n'avais pas de carte d'identité à mon âge, mais j'avais une carte d'alimentation, je m'appelais Kervol, comme le reste de la famille, Kervol. Nos vrais bons faux papiers portaient le nom Kervol. Je les ai gardés bien entendu. Et Kervol, bon... on ne m'appelait pas Kervol. Vous savez comment on m'appelait? Comment? Le petit juif de chez Jourdan. Mais c'était amical, hein, c'était pas du tout un truc antisémite. C'était le petit juif de chez Jourdan. Parce que j'étais encore petit juif, puisque c'est comme ça qu'on m'envoyait à Gap pour chercher les choses. Ça, on vous appelait comme ça dans la Résistance? Non, je crois que je m'appelais Kervol aussi. Je préférais m'appeler Kervol. Des bonnes relations. Voilà. Et donc, je faisais la liaison entre le FTP communiste, M. Gras, qui était instituteur communiste, et M. Jourdan, qui était l'instituteur ex-socialiste, dégommé par Vichy, etc. Et finalement, le village Chauffaillé, il y avait un salopard qui tenait autrefois un petit hôtel qu'il y avait dans le coin, mais il était surveillé par tout le monde parce qu'on savait qu'il était proche de la milice, etc., qui risquait de dénoncer des gens, il aurait même pu se faire descendre, mais il a eu la trouille, il a compris que s'il faisait n'importe quoi, il serait descendu, etc. Et tout le reste du village était dans la résistance. Ouais, alors, Jourdan, avec sa fille Mimi, il nous a confié une paire de jumelles. Alors, vous verrez sur la carte, il y a un grand tournant comme ça, avec une rivière qui passe au milieu, qui s'appelle la Sévresse, avec un pont, et ensuite la route continue vers Corps, vers le barrage du Sauté, vers Visy, et ensuite vers Grenoble. C'est la route Napoléon, joint entre Gap et Grenoble. Et Jourdan nous a demandé, avec la paire de jumelles, on n'était pas armés, d'aller sur une hauteur qui surplombait la route qui était en bas et la rivière. Alors on était séparés quand même de la route par la rivière, qui s'appelle la Sévresse, et donc on notait, etc., on voyait etc., et on a vu la dernière partie de la colonne allemande, et qui s'en allait, on pouvait la suivre sur pas mal de kilomètres et faire un rapport après. Et on est revenu sur Chauffaillé, parce que c'était pas juste à côté, et là on est tombé sur la tête de la colonne américaine qui poursuivait. Alors moi je baragouinais quand même un peu l'anglais,
J'aurais dû aller chercher ma mère, elle ne m'aurait pas giflé, parce qu'après elle m'a giflé en bonne mère juive en disant t'aurais jamais, tu m'as fait très peur, etc., etc., etc. Mais je baragouinais l'anglais grâce à l'Irlandaise qui m'avait à Gap donné des leçons d'anglais, et j'ai pu, avec la carte, on m'a dit voilà, c'est comme ça, c'est là, c'est là, c'est là. Ah, j'ai dit formidable, bravo mon petit. Ils m'ont donné des paquets de cigarettes que j'ai donné à mon père parce qu'il avait plus de carte de tabac, donc il avait plus ses cigarettes. Voilà, moi j'ai eu droit du chocolat, des trucs, des rations K, etc. Mimi également. Et j'avais un cousin qui habitait Limoges avec nous, qui était venu avec nous, qui lui était dans Moi j'étais pas combattant, hein, j'avais juste une paire de jumelles, et lui était combattant. Il avait un fusil et un fusil mitrailleur même. Et lui a continué avec la résistance. Il a continué avec le groupe qui a été faire le siège de Briançon, et avec l'autre, et il y a eu l'autre groupe, je ne sais plus, il était dans une Briançon. L'autre groupe a poursuivi la colonne allemande qu'on avait fait, et la colonne allemande a été coincée. Avant d'arriver à Grenoble, dans Visy, ils ont essayé de gagner le nord de l'Italie, mais ils ont été coincés par la résistance. Et finalement, les Américains en plus sont arrivés, ils sont rendus cette fameuse colonne qui avait quand même fait des massacres. Ils ont tué par exemple un garçon dans une ferme qu'on a vue où il mettait le feu. Et ce garçon, j'avais été en classe avec lui. J'avais été en classe avec lui à Gap. Sa sœur me l'a raconté après, je ne savais pas que c'était lui, mais ensuite j'ai vu que c'était lui. Alors c'était très particulier parce qu'à Gap, ils avaient tous des pantalons longs ou des pantalons de golf, et moi j'étais le seul qui était en culotte courte dans la classe de 3e. Bon, j'étais un peu plus en avance, eux étaient tous un an ou deux, un peu de retard. Quoi. Ah, d'accord. Et moi j'étais, ça va, j'étais un bon élève, bon, c'est tout. Donc voilà l'histoire, ça n'a pas été... Est-ce qu'à un moment vous avez été en danger oui, parce qu'ils nous ont tiré... En passant des... En bas, ils nous ont tiré... Ah non, j'étais en danger d'avoir les papiers. Oui. Et puis, ils nous ont un peu tiré dessus, mais on était sur une hauteur, et les balles passaient au-dessus de nous. On ne pouvait pas, étant donné qu'ils étaient eux en bas, quand ils tiraient, il aurait fallu vraiment qu'ils nous aient repérés. Ils ne nous avaient pas repérés. Donc là, ils tiraient un petit peu au hasard. Ils ont même tiré un ou deux obus de mortier qui sont tombés pas très loin. Et donc, on n'a pas été en danger véritablement. En tant que résistant, quand vous avez donné les papiers, quand vous avez fait passer des papiers, vous n'avez pas été en danger. Enfin, vous n'avez... Heureusement, vous n'avez pas été arrêté. J'ai pas été contrôlé du tout. Vous n'avez pas été contrôlé. Voilà. Et c'est à ce moment-là que vous... Mais vous savez que j'ai eu un bénéfice de tout ça. Je suis le seul... En 1945, j'ai encore le fameux papier, le seul admissible au bac, parce que j'ai passé l'examen à la fin de l'automne d'entrée en première, et j'ai passé l'écrit du premier bac, les deux bacs à l'époque, et je suis le seul, il y a une petite parenthèse, dispensé de l'oral. Qui avait informé que ils vous ont fait une petite faveur. Ils m'ont fait une petite faveur. Ils auraient pu vous faire été dispensé de l'oral. Bon, voilà. C'est déjà bien. Mais pas dans le second bac, parce qu'à l'époque, il y en avait deux. Oui, on les a passés. Mais bon, et la famille où vous avez été plus en danger quand vous avez eu d'abord des premiers papiers, faux papiers qui n'étaient pas assez bien oui, mais ceux-là, on les avait sur place. C'est-à-dire, c'est pas ceux-là, j'en ai encore un exemplaire, c'est pas ceux que j'avais été chercher à Gap. C'était la mairie de Chauffaillet. C'est pour ça que c'était pas bon, parce que n'importe quel, même un Allemand pas très futé, qui voyait une carte cartonnée venant d'un petit village, ça sentait le faux à plein nez. Tandis que les papiers de la préfecture de Gap, je les ai toujours. Hein. Est-ce que votre famille a été en danger à un moment ou est-ce que beaucoup de personnes étaient toujours sur le point d'être dénoncées au moment où la guerre... C'est ce qui s'est passé. Ça s'est passé dans la famille de mon mari. Il y avait une autre famille avec nous dans cette petite pension de famille qui s'appelait les Polacs. Et je ne sais pas pourquoi, ils sont partis. Je me rappelle en
jouait au Monopoly avec un garçon de mon âge, on avait fabriqué un Monopoly pour... et ils sont partis, et je pense qu'ils ont été dénoncés. Et il y a eu une descente, de bons hommes. Il y avait à la fois des Allemands et des miliciens français. Et vous savez, la première chose qu'ils ont faite, et là je suis très fier, parce que là j'ai peut-être sauvé la famille. Il y avait un très grand poste de radio dans la salle à manger, c'est tout dans la salle à manger. Et mon rôle, on écoutait Londres, et mon rôle très important, c'était de remettre sur Vichy la radio. Et quand la bande est arrivée, le type qui était un Français, hein, la première chose qu'il a fait, c'est d'ouvrir. Il est tombé sur Vichy. Ah, ouf. Il va aller mieux. Ah, il va aller mieux pour la famille. Alors là, ça a été très bien. Alors on était décrits comme des gens qui arrivaient de l'Orient parce que on avait été bombardés par ces affreux anglo-américains qui bombardaient tout ça. C'est pour ça qu'on prenait voilà. Et dans il y avait aussi une dame totalement isolée qui ne parlait à personne, qui avait l'air très, très timide, très triste, etc. Alors j'avais demandé aux gens de la... Là, cette dame, est-ce que vous savez qui c'est? Elle ne parle à personne, etc. On dit, oui, nous avons appris qu'elle était veuve d'un très grand... un écrivain très connu, pas très grand, un écrivain très connu qui est mort l'année dernière. Ah bon? Alors, je ne sais pas vous allez lui demander, parce que j'ai deviné qu'il c'était quelqu'un dont j'aimais beaucoup les œuvres. Vous savez qui c'était? Enfin, je ne cherche pas. Alors, d'une part, j'ai appris après que cette dame, elle était juive. Et cette dame était la veuve de Maurice Leblanc. Ah, Maurice Leblanc, incroyable. Vous savez qui c'est, Maurice Leblanc? Oui, c'est lui qui a écrit Arsène Lupin, je crois. Exactement. Et la tombe, il y a une tombe à côté de la tombe familiale. Vous savez, à Montparnasse, il y a la rue Émile Richard qui coupe en deux. Nous, on est de ce côté-là. Et de l'autre côté, il y a des tombes qui ne sont pas spécifiquement... Là, il y a beaucoup de juifs dans ce coin-là, tandis que de l'autre côté, non. Et il y a une tombe que je repérais depuis longtemps, qui est juste au bout de l'entrée, comme ça, dans laquelle il y a 4 personnes. Il y a un monsieur, ancien ministre radical, monsieur Renoux, qu'on avait connu à Gap, c'est lui qui nous avait d'ailleurs indiqué le conseil de Chauffaillet. Et Maurice Leblanc. Et à gauche, 2 noms, juifs polonais. L'une était l'ancienne femme de l'ancien ministre, et l'autre, c'était l'ancienne femme de Maurice Leblanc. Et dans les dates, ça collait très bien avec ce que j'avais, et je pense que c'était elle que j'avais croisée. Elle est morte 2 ans ou 2 ans et demi après la fin de la guerre. Alors j'ai écrit à l'Institut Maurice Leblanc pour signaler ça, ils n'ont jamais répondu. Mais l'ancien ministre radical, s'il se retrouvait aussi à Limoges, c'est parce que sa femme était juive? Non. Lui, il n'était pas à Limoges, il était à Gap. Ah oui, à Gap, excusez-moi, à Gap. Il était à Gap. Non, sa femme, à lui, était morte depuis longtemps. Ah d'accord. Lui était mort depuis longtemps. Et il était avec une nouvelle femme qui était une cantatrice. Oui, une cantatrice. Et cette cantatrice, c'est elle que ma mère accompagnait au piano. Que s'est-il passé donc pour vous à la Libération? Quels étaient les sentiments si vous avez retrouvé à ce moment-là, évidemment. Comment? Je l'ai connu beaucoup plus tard. Non, là c'est pour votre famille et vous à la Libération. Nous, on n'a pas voulu rester à Chauffaillet parce que l'hiver arrivait en plus. Il fait quand même froid. Chauffaillet est à 1200 mètres, la neige, etc. Bon, on n'a plus de raison du tout de rester. Oui. Donc l'idée, c'était de revenir ailleurs. Et la première idée, puisqu'on avait toujours avec nous cette partie de cette famille qui nous avait accompagnés à Gap et qui nous a accompagnés à Chauffaillet, qui était de Limoges. Donc leur villa avait été évacuée évidemment par les nazis, par les Allemands, qui n'avaient pas trop fait de dégâts dedans. Ils avaient une très très grande, très belle villa, et ils nous ont proposé de venir
pendant quelques semaines à Limoges, fin 44 et début 45. C'est ce qu'on a fait. Et début 45, mon père a donc été petit à petit, il avait repris contact avec le joint, etc. Et il a été voir qu'est-ce qui était arrivé à notre appartement. Alors cet appartement, il y avait deux choses qui restaient. Il y avait une caisse à munitions vide, sauf qu'il y avait 3 petits boutons marqués de la croix gammée, je les ai toujours, et le magnifique piano à demi-queue de ma mère, parce qu'il y avait probablement un mélomane parmi les nazis. Oui, Et ça, ils n'y avaient pas touché, et le piano était et rien d'autre. Tout le reste quelle était votre adresse? avait été vidé. 195 boulevard Malesherbes. Ils avaient respecté la musique, comme Ah. dans le piano de Ah ben, ma mère le était, film et le livre, le piano. ma mère avait été prise au conservatoire. Mhm. Elle avait à s'occuper de sa mère, à elle, au moment où ils ont appris la mort de Marcel, celui qui a été tué sur le front. Donc finalement, elle est rentrée mais sur la voie latérale. Elle a continué à travailler le piano. Elle connaissait Ronaldo Hahn, par exemple. Bon, mais elle n'est pas devenue une grande pianiste de concert. Enfin, elle jouait, elle m'a fait faire du piano. Voilà. J'étais très content de faire du piano. piano. Que vous avez ici aussi. Pas celui-là. Hein. Pas celui-là. Oui, non. Non, j'avais une professeure de piano qui était une jolie fille, charmante, qui s'appelait Mademoiselle Kaplan. Et j'ai appris après la guerre qu'elle était morte à Auschwitz, là, pour Mademoiselle Kaplan, qui était mon professeur de piano. Quand vous étiez Quand enfant, j'étais gamin, oui. Vous étiez enfant. Avant la guerre, oui. Moi, j'aimais bien m'exercer, je m'exerce encore un petit peu, mais tous les talents. pas de façon. Mais en tout cas, bon, disons que la libération, donc il n'y avait plus rien dans l'appartement. Oui. Est-ce que vous aviez encore des moyens Oui, parce des moyens pour subsister? Nous avions loué à la campagne, pas très loin de Pontoise, dans un endroit qui s'appelle Courcelles-sur-Viosne. On avait loué une très grande villa dans laquelle il y avait beaucoup de meubles, beaucoup de choses, etc. Et quand les Allemands sont arrivés, il y avait une base aérienne qui était un petit peu plus loin de l'autre côté, là de Montgeau, et ils l'avaient occupée très soigneusement, etc. Et quand ils sont partis, ils ont laissé des choses intégrantes. C'est-à-dire qu'on a pu faire venir tout ce qui restait là, de le faire venir au boulevard Malesherbes. C'est-à-dire qu'on n'a pas eu à acheter de nouveau des meubles, etc., etc. Et ça collait très bien. On avait aussi quelques meubles de Limoges aussi qu'on avait acheté. Donc, on a pu. Il y a eu une indemnité quand même de tout ce qui avait été. Les Juifs ont eu des indemnités. Vous avez pu avoir gain de cause sur cette indemnité? Oui. Parce que beaucoup ont eu du mal à retrouver pas énormément, leurs appartements. Et là, ça n'a pas été occupé par des gens. Qui sont par les nazis. Oui. Et mon père a voulu. Je crois qu'il a eu raison finalement. Ils avaient mis un cachet en cire avec l'aigle allemand, etc., qui était à la porte et on l'a gardé pendant des années. Mais vous avez dit c'était boulevard Malesherbes. Boulevard Malesherbes. Les nazis avaient occupé l'appartement. Tout de suite. Tout de suite. Parce que mon père était repéré. Il avait été dans les services secrets pendant la guerre de 14, il était au CAR, etc., etc. Donc ça a été un des premiers appartements. Et on le savait parce qu'il y avait quelqu'un qui est dans la tombe familiale, là, il est sur la liste, qui s'appelait Adolphe Vanderhem, mon oncle Adolphe, que j'aimais beaucoup, celui qui m'a appris aux échecs. Il était dans la petite rue qui s'appelle Juliette Lambert, qui est juste en face. Voilà. Et il connaissait la concierge, donc par exemple, il a récupéré des albums de photos que les Allemands jetaient pour s'en débarrasser. Je les ai là. Je montre la photo des années 1890, ou des choses comme ça. Et donc, je les ai, ces photos. Et lui, il pouvait suivre un petit peu les choses. La concierge, qui n'était pas une... elle a récupéré des affaires, quand même. Enfin, bon, on peut le faire. Et elle était un peu au courant. Lui, il était très âgé. Il lui est arrivé une aventure incroyable. D'ailleurs, en 1943, il a eu un truc à l'oreille qui l'a embêté. Il a été voir un médecin qui lui dit « Oh là là, c'est ennuyeux, ça. Il faudrait peut-être que vous alliez à l'Institut Curie. » Alors, il a été à l'Institut Curie. On l'a dit, effectivement, c'était un cancer. Alors, on l'a traité avec radiothérapie. Et puis, le médecin qui était là, qui était très sympathique, etc., je l'ai connu après, lui a dit, écoutez, M. Vanderhem, il s'appelait Cohen Vanderhem, mais
sur ses papiers, il préférait mettre Van der Hem. Il est d'origine hollandaise. Monsieur Van der Hem, revenez me voir dans un an. Bon, d'accord. Je pense que vous serez guéri, mais enfin, je voudrais quand même vérifier. Alors, un an après, parce qu'il était comme ça, hein, un an après, on m'a dit, il y a un an, il faut que j'y aille. Alors, bon, ben, il a pris une petite calme, son chapeau, il est descendu et il a dit, je vais prendre le métro à Wagram. Ah zut, le métro était fermé. Alors quelqu'un lui a dit, mais non, vous ne savez pas, tous les métros sont fermés, on se bat dans... Ah bon? Ah bon? Alors il descend le boulevard Malesherbes, il arrive à Lorraine, et là il tombe sur un officier allemand qu'il voit avec son étoile jaune. Il portait son étoile jaune, je l'ai encore son étoile jaune. Et l'officier allemand, très aimable, lui dit non, ne passez pas là, ça tire, etc. Allez là, faites tout le tour comme ça, puisque vous allez de l'autre côté. Dans un français très, très compréhensible. Alors, Adolphe, il était un peu naïf, il le fait. Il avait quand même à l'époque, il n'était pas tout jeune, il avait 80 et quelques. Hein, bon, mais il marchait, il fait tout le tour. Il arrive à l'Institut Curie, et là il tombe sur le médecin qui était là, lui. Il n'y avait personne d'autre. Alors le médecin le regarde et dit, mais monsieur Van der Hem, j'ai une bonne nouvelle, vous êtes guéri. C'est plus la peine de revenir. Ah bon, ben merci, il refait le tour dans l'autre sens. Et il revient chez lui, Juliette Lambert, en fin de 195 au port de et voilà. Il est mort dans mes bras dans le service où j'étais interne en 2017. Il avait été renversé, il était resté très 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 zingant, mais il arrivait à bien marcher. Il était renversé sur les clous par un camion. Et là, il s'appelait Adolphe Cohen. Oui, il s'appelait Cohen Van der Hem, mais sur tous les papiers, il a marqué uniquement Van der Hem. Très bien. Donc, il est sur le monument aux morts, sur les tombeaux. Il est, alors, on a un problème parce qu'il est plein maintenant, notre caveau. Et j'ai été embêté quand ma seconde femme qui est là est décédée. On s'est aperçu au dernier moment, c'est Nicolas, mon fils, qui a eu l'idée de téléphoner à la direction. Et la direction lui a appris, mais non, c'est complètement, totalement plein. Alors, il n'y a eu qu'une seule solution, mais j'ai eu recours. On l'avait mis dans un caveau provisoire, pas très loin de l'endroit où il y a Maurice Leblanc, là, les enfants. Et bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Je l'ai fait incinérer. D'ailleurs, moi, j'ai déjà payé mon incinération. Bon. Oui, c'est pas le choix. Oui, là. Et alors là, l'incinération, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème de place. Bon, il n'y a pas de problème de place. Donc, elle est avec la famille, il n'était pas question pour la mettre ailleurs. Bon, tout ça, c'est pas évident, mais justement, ça fait une bonne transition pour faire le raccourci et parler de votre première femme. Alors, ma première femme, elle est dans la tombe aussi. Oui, donc elle était dans le ghetto de Varsovie. Oui. Donc elle était d'origine polonaise et elle a pu... Polonaise juive. Juive polonaise, et elle a pu... elle s'est évadée en franchissant le mur. Il y avait... C'est très bien raconté par mon ami Tomkiewicz. Ce nom vous dit quelque chose? Non, grâce à vous, maintenant, on va faire des recherches. Il a écrit des livres très importants. Stanislas Tomkiewicz. Mais Tom, ça fait partie de son nom de famille? Non, on l'appelait Tom amicalement, mais son nom de famille, c'est Tomkiewicz. Ah, c'est Tomkiewicz au dentier, d'accord. Est-ce que votre femme était déjà présente lors de la révolte du ghetto? Non, pas du tout. Non, elle n'était pas là. Elle était partie avant. Donc elle était partie avant grâce à des faux papiers. Sa famille a beaucoup insisté pour ça, et pour qu'elle parte avant, parce qu'elle pouvait se débrouiller, parce qu'elle avait fait des études, parce qu'elle parlait polonais comme une polonaise, et surtout qu'elle n'avait pas l'air lui. Voilà. Oui. Donc ça, c'est son aspect physique qui a joué dans son salut. Deuxième chose qui a joué, c'est que son père avait un ami de l'autre côté, un ami non-juif, polonais, dont il savait qu'il était
très amis qui se mettraient en cadre pour aider. Effectivement, Reyna a été le voir et il lui a fait avoir très rapidement des faux papiers. Ils ne sont pas là, ils sont dans sa famille au Canada. Il faut que je les récupère, là, ces Polonais, où elle s'appelle Piecik, Stanislawa Piecik. C'est son faux nom. Voilà, un faux nom, bien sûr. Ouais. Alors que son vrai nom, c'était donc Reyna Cukier. Cukier, Zucker. C-U-K-I-E-R. K-I-E-R. Mais prononcé Zucker. Zucker. Zucker en polonais. C'est le sucre. D'accord. Donc c'est grâce au faux papier qu'elle a pu Passer partir. comme une Polonaise. D'accord. Parce qu'elle avait la chance, si j'ose dire, d'être plutôt blonde et avec des yeux clairs. Voilà. Et en plus, elle était d'une famille bourgeoise et toute son éducation s'était faite en polonais et pas du tout en yiddish. D'ailleurs, elle ne parlait pas yiddish. Elle n'était pas du tout religieuse, d'ailleurs. Bon, on s'est tout à fait entendu là-dessus. D'accord. Et ensuite, donc, elle a passé comment la guerre Non, mais à un moment, donc, elle a quand même été arrêtée par la suite. Elle a été arrêtée par la police polonaise qui l'a livrée aux Allemands. Elle s'est évadée parce qu'elle était très débrouillarde. Elle a été reprise par les Polonais qui l'ont redonnée aux Allemands, qui l'ont mis immédiatement dans le train qui était justement en partance pour l'Allemagne, pour des travailleuses non volontaires, mais bon... Comme une sorte de STO. Oui, c'est ça, c'est exactement, c'est le STO. Ça Avec les quelques avantages du STO, c'est-à-dire, par exemple, ils pouvaient sortir le samedi après-midi et le dimanche. C'était incroyable. Et ils avaient un tout petit pécule. C'est pour ça, d'ailleurs, que les Allemands faisaient montrer aux prisonniers français qu'ils auraient un avantage par rapport à leur statut de prisonnier de guerre, s'ils acceptaient de devenir travailleurs, entre guillemets, volontaires, ils avaient ça comme avantage, un petit pécule, un papier d'identité prouvant qu'ils étaient travailleurs, et ils étaient libres le samedi après-midi et le dimanche. Et bien sûr, par rapport... ça n'a bien sûr mais sans aucune mesure avec surtout pas le droit, c'était vrai pour les dames aussi, de fréquenter des Allemands. Ils pouvaient se fréquenter entre eux, je le raconte d'ailleurs dans le truc. Les contremaîtres allemands, c'était des Allemands qui étaient contremaîtres, ils fermaient les yeux quand c'était des Polonais, des Polonais avec des Français, tout ça, ils s'en foutaient. Il ne fallait surtout pas que ce soit avec les Allemands, les soldats. Allemandes, voilà. Mais ils n'étaient pas censés être juifs. Ah ben non. Non. Déjà, il y avait cette espèce d'écart, il y avait déjà cet écart, mais on sait que les nazis n'aimaient pas les Slaves non plus. Mais quand ça a été fini, Reyna a trouvé que dans sa chambrée, il y avait 3 ou 4 filles qui se prétendaient polonaises et qui étaient en fait qui étaient comme elle, juives. Et ça leur permettait de survivre, parce qu'en plus, je suppose qu'ils avaient de la nourriture, contrairement, sans commune mesure, avec les camps de concentration. Mais elle avait 2 types de nourriture. Oui. Elle avait la nourriture qu'on leur donnait, qui n'était effectivement pas une nourriture de de concentration, mais elle en avait une autre. C'était une usine de confiture. Ah oui, c'était une usine de confiture en plus en Allemagne. Y compris pour ses amis, pour les gens qu'elle connaissait. Elle avait des seins qui étaient assez... Et elle mettait de la confiture dans ses soutiens-gorge. Ouais, bah oui, il fallait bien survivre d'une manière ou d'une autre. En plus, ça la rendait encore plus... Comment dire, elle était... Comme elle parlait français, qu'elle pouvait faire nouer des relations entre les Français, les Polonaises, etc. Le fait qu'en plus elle puisse apporter des suppléments de nourriture sous forme de confiture, ça lui donnait de la notoriété pour les, elle était encore pour les prisonniers, enfin pour les membres de la ST. Et ça a beaucoup amusé les Polonaises qui étaient en fait juives cachées après. Ah oui, oui. Donc et ensuite, donc vous dites, après elle a été pendant 1 mois traductrice à Buchenwald. À Buchenwald, oui. Et ensuite... On dit Buchenwald en allemand. Oui, tout le monde... En France, bon, les gens disent autrement. Et finalement, ensuite, elle a cherché à aller plutôt dans un pays francophone. Donc, Liège en Belgique. Elle avait parce qu'elle connaissait le français. Elle est en France. Elle avait l'amour du français, elle avait fait du français. Comme mes grands-parents grecs qui ont ressenti la même chose parce qu'ils avaient fait du français. Un autre ami qui est devenu professeur de médecine comme moi, dont le père est celui qui a mis de côté tous les rapports des médecins des hôpitaux juifs. Au début dans le ghetto, fin 40, début 41, il y a eu des hôpitaux juifs dans le ghetto. Et avec des médecins.
juif. Oui, Voilà. Et comme Janusz Korczak. ils ont. Lui, c'était un orphelinat. Il y a Korczak, même. Ouais. Korczak, c'était spécial C'était parce que c'était la orphelinat. psychiatrie infantile. Oui. Mais là, eux, c'était tous les. Alors, ils ont mis ensemble, ils se sont réunis, ils ont dit on va chacun écrire dans nos spécialités un article sur les conséquences du ghetto, de la famine, parce que on sait quand même la nourriture, etc. Oui. Et ils ont écrit quelque chose qui était un truc comme ça. Et celui qui était chargé de recollectionner tous les trucs et de les cacher pour qu'ils ne soient pas trouvés lors de perquisitions, etc., c'est justement le père de mon ami Appelbaum. Celui qui a écrit des choses sur l'armiage, le Nova, etc., etc. Lui, alors, il a caché tout ça en faisant des trous, etc., et il ne les a reconstitués que quand ça a été fini. Et le pauvre, c'est lui qui était sorti du ghetto par les égouts avec Marian Appelbaum, avec la résistance de droite. Parce que c'est très compliqué, il y a une résistance de gauche, ou relativement de gauche, et une résistance de droite. Les Polonais n'acceptaient les Juifs dans l'armée que s'ils étaient médecins, pharmaciens ou vétérinaires. Sinon, ils en avaient besoin. Ils n'en voulaient pas des Juifs dans l'armée. Oui, et quand il y a eu les deux parties, au fond du ghetto, il y a eu la partie, la syndicale de Lénine à 18, et celui où il y a eu celui qui a survécu, qui a écrit des livres lui aussi, c'était dans une partie donnée, c'est à eux qu'il y a eu le monument qui était, et de l'autre côté, c'est la résistance de droite qui les a fait sortir par les égouts. Et Marian Appelbaum, donc il est devenu mon collègue professeur de médecine, puisqu'il est arrivé en France après, il a fait des études de médecine en France, etc. Et lui, il a écrit aussi des choses sur le ghetto, et donc il a été sauvé par la résistance de droite, et son père, c'est lui qui a pris en charge, et il est mort d'un infarctus très peu de temps après avoir... tous ces documents ont été collationnés, et ça a donné lieu à un livre qui a été un livre qui est pratiquement introuvable. Je connais juste un Américain qui l'a, mais moi je l'ai. J'aime bien les histoires de livres introuvables qu'on retrouve. Moi je le livre. C'est formidable. Je l'ai même fait, comment ça s'appelle, relié. Il a été édité par le Joint à Varsovie en 1946. Alors j'ai demandé à des gens qui connaissent bien la situation, notamment à une amie qui connaît bien la situation, qu'est-ce qui s'est passé dans les 2-3 années qui ont suivi la fin de la guerre, et c'était pas encore trop Staline, trop stabilisé, etc. Et à ce moment-là, les Américains qui venaient aider, effectivement, à apporter de l'argent, le Joint, ils ont permis que ce livre soit édité par le Joint. Et je l'ai, ça s'appelle Maladie de famine, et il est introuvable en France. Sur les témoignages de médecins dans le ghetto de Varsovie. Oui, c'est ça. Sur ce qui se passait. C'était ceux qui faisaient leur rapport sur quelle pathologie ils ont vu, quel problème ça soulevait, etc. Et donc un mot pour lui rendre hommage. C'est pas connu du tout. Ça, c'est voilà, tout ce qui est trouvailles, livres exceptionnels, j'ai connu faits un Américain qui m'a dit qu'il connaissait et qui n'avait pas le livre, qui m'enviait beaucoup de l'avoir, mais je crois que c'est pas mon père que des gens, on sait que j'étais étudiant en médecine, parce qu'il m'est dédicacé à Marcel MFK, je vais vous le montrer. D'accord. MFK. Et la photo de votre femme. La Légion d'honneur, mon chef, là, M. Jourdan. C'est là. Alors, il y a un type qui était député, qui était pharmacien à Gap, qui est en train de lui mettre la Légion d'honneur. Vous voyez, là, la voilà. Voilà. Et là, il y a mon père avec ses décorations, ancien combattant de 14-18, la croix de la médaille de la résistance. Voilà. Ça, c'est ma sœur. Et ça, c'est mon père et ma mère. Très belle. Qui sont là.